cette nouvelle interview de la boîte à livres. Aujourd'hui, j'accueille deux autrices, Ferial Furon et Marjorie Rafecas-Poïdomange, qui viennent nous parler du cerveau droit. Bonjour Ferial, bonjour Marjorie. Bonjour Oriane, merci beaucoup de nous recevoir. Bienvenue dans la boîte à livres. Et j'ai tout de suite été captivée par le thème et le titre de votre livre, qui est quand même un clin d'œil fort sympathique, La revanche du cerveau droit, paru aux éditions du Dauphin. Alors, dites-nous, pourquoi cette revanche ? Alors, la revanche, en fait, la revanche, ce n'est pas une vengeance, déjà. Et ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Voilà, donc c'est... Voilà. En fait, on a utilisé ce concept qui est aujourd'hui un petit peu éculé. Donc, on a voulu en fait le remettre un petit au goût du jour pour illustrer le moment charnière dans lequel on se trouve aujourd'hui, pour un petit peu rappeler ce que c'est. Lorsqu'on dit qu'une personnalité est à dominant cerveau droit, eh bien c'est une personne en général qui a une pensée en arborescence globale. Et quand on dit que quelqu'un est plutôt cerveau gauche, ça correspond en fait à une pensée linéaire, séquentielle. Et à partir de là, en fait, on s'est dit que c'était intéressant de prendre ce concept-là pour illustrer le moment charnière dans lequel on se trouve actuellement. Et on s'est beaucoup inspiré du livre qui est sorti donc à la fin du XXe siècle, qui s'appelle « Cerveau droit, cerveau gauche, culture et civilisation », et qui fait en fait un lien entre la préférence hémisphérique et les cultures civilisationnelles. Voilà. Donc, pour revenir à notre livre, pourquoi on dit revanche aujourd'hui ? C'est parce qu'on a le sentiment que depuis 4 siècles environ, on a un petit peu sursollicité ce cerveau gauche. Ça nous a mené vers un paradigme qu'aujourd'hui on peut qualifier de matérialiste. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe et il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à leur intuition et qui engendre en fait une nouvelle vision du monde. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une revanche aujourd'hui du cerveau droit. Comment cela se fait-il que l'on pense qu'aujourd'hui, que l'on utilise plus le cerveau droit, alors que d'une certaine façon, moi, quand j'envisage nos civilisations, j'ai l'impression qu'on utilisait beaucoup plus le cerveau droit dans le passé. Effectivement, c'est une très bonne remarque, Oriane, parce que ce qu'on explique dans notre livre, c'est que le Moyen-Âge occidental était très cerveau droit. Et en fait, c'est à partir de la Renaissance, là où a commencé donc le rationalisme, que ça s'est atténué. Et c'est bien de se rappeler de ce qui s'est passé au Moyen-Âge, parce qu'il y avait un excès de cerveau droit. Parce que l'excès de cerveau droit, ça peut conduire à la superstition. Alors, c'est bien parce que ça conduit à une spiritualité, à une sorte d'état mystique, mais voilà, il y a aussi... C'est pour ça que nous, dans notre livre, on a vraiment essayé de dire qu'il faut un équilibre, une harmonie entre ce cerveau droit et ce cerveau gauche. Donc, effectivement, la société occidentale n'a pas toujours été du côté du rationalisme, et c'est tout à fait juste. Parce qu'en fait, au Moyen-Âge, il y avait toute cette culture alchimique. Et pour nous, en fait, par analogie, en fait, on l'a associé au cerveau droit. Donc, il faut expliquer quand même on utilise vraiment ce concept d'une manière vraiment métaphorique. Même s'il y a une réalité neurologique derrière. D'ailleurs, on a interviewé un neurologue. La symétrie cérébrale, c'est une réalité scientifique. Mais nous, on l'utilise de manière beaucoup plus symbolique et métaphorique. Quel est l'objectif de votre livre ? Alors, en fait, nous, on s'est inspiré. Donc, on s'est inspiré quand même de Descartes et de Spinoza pour la philosophie. Et en psychanalyse, on s'est inspiré aussi un petit peu on va dire, pas du dualisme, mais en tout cas de la différence de point de vue entre Freud et Jung. Donc, ça a structuré notre livre. Donc, par rapport à Descartes, on sait que même si Descartes était ouvert à l'intuition, il a vraiment créé une scission entre l'homme et la nature, parce qu'il considérait les animaux comme des machines.
Donc, on a voulu démontrer qu'aujourd'hui, la voie pour notre monde moderne serait plutôt celle de Spinoza, avec une réconciliation avec la nature et être en totale connexion. Donc ça, c'était on va dire un premier point de notre thèse. Et le deuxième, c'est aussi la vision du bonheur qui est aujourd'hui très freudienne. C'est-à-dire qu'on est dans une vision très pessimiste. C'est comme si on était l'esclave de nos désirs, on n'est jamais satisfait. Donc nous, on a préféré celle de Jung, qui est une voie plus intuitive, une voie qui est plus dans l'introspection, mieux se connaître, quel est notre véritable soi. Donc voilà, c'est une vision plus intuitive aussi du bonheur et de la société, voilà, qu'on a défendue dans ce livre. Alors bien sûr, c'est une vision très résumée parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre livre. On l'a fait en mode cerveau droit, en arborescence, donc on touche à plein de sujets. Donc je vais laisser Farial compléter, mais voilà, on peut le prendre de plusieurs façons en fait. Oui, c'est un peu un fil conducteur que Marjorie vient de souligner, à travers justement ces 4 penseurs, donc au XVIIe siècle avec Descartes et Spinoza, et donc au XXe siècle entre Freud et Jung. En fait, on a abordé leurs divergences. Ils ont ouvert à l'humanité 2 voies différentes, en fait. Alors, l'une qu'on incarne par le cerveau gauche et qui nous mène vers un monde de robots, où on se déconnecte complètement de notre âme, de notre essence, et en quelque sorte, on finit même par se robotiser. Et cette voie-là, en fait, on en prend vraiment la direction, on va dire. Mais ce qu'on a voulu dire, c'est que c'est pour ça qu'on parle de revanche, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment rééquilibrer de manière métaphorique, donc ces 2 modes de pensée pour nous mener vers une voie quand même qui serait beaucoup plus agréable pour l'humanité, quoi. Parce que donc la voie du cerveau gauche, comme on la symbolise, c'est une voie aussi qui peut nous mener vers une idéologie transhumaniste, parce qu'on envisage le corps comme une machine biologique, en fait. Alors que Spinoza nous disait au XVIIe siècle que le corps et l'esprit étaient même entité, en fait, la même chose, qu'il y avait une convergence entre le corps et l'esprit. Ça rejoint aussi un petit peu la pensée alchimique, où on a une spiritualisation de la matière et une matérialisation en fait, de l'esprit. Enfin voilà, c'est vraiment… et c'est cette convergence-là qu'on a voulu mettre en avant dans le livre, et on disait que ça nous ouvre une voie différente, où on se reconnecte à la nature, et aussi on est dans un travail introspectif de manière à ce que, et ça rejoint donc le travail psychanalytique, où on essaie vraiment de cheminer vers un soi, vers le soi, donc c'est du moi au soi. Donc c'est ça qu'on a voulu mettre en avant, et ça nous mènerait vers une voie quand même beaucoup plus sereine. Voilà. Je dirais, quand je vous écoute, et aussi après avoir parcouru votre livre, que votre livre est un livre résistant. C'est un peu une pensée résistante à justement cette robotisation, ce transhumanisme qui propose un nouveau souffle aussi. C'est en tout cas le sentiment que j'ai. Ouais, j'aime beaucoup cette idée de résistance. Merci Oriane. C'est pour ça qu'on l'a appelé aussi la revanche, parce qu'il y a quand même une idée de résister au modèle actuel. Ça, c'est pareil. Au modèle actuel qui nous mène vers quelque chose d'assez effrayant. Ça ne fait pas rêver, ça c'est sûr. On a vraiment besoin d'un peu plus d'optimisme. Alors c'est vrai qu'il y a le mot réenchanté qui est très à la mode, mais qu'en même temps, on a appris récemment, grâce à un de nos experts qu'on a interviewé, Luc Biget, que ça vient du chant. Donc réenchanter le monde, c'est une façon de le rendre plus créatif et artistique. Oui, effectivement. Aussi le chant des oiseaux. Le chant des oiseaux aussi. Je trouve aussi que votre livre reflète bien cette harmonie entre cerveau droit et cerveau gauche, puisque tout en ayant une pensée arborescente, il y a une belle structure, et ça commence d'ailleurs par cette structure, tous ces chapitres, ces parties, 4 parties, etc. Et en même temps, vous êtes 2 autrices, donc il y en a certainement une qui est un peu plus structurée, l'autre plus
Enfin, là, je suis dans les suppositions, peut-être. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'une de vous est plus structurée, l'autre plus? Oui, alors en fait, je crois que Marjorie a joué le rôle de la structurée, on va dire, dans le livre. Parce que moi, franchement, j'étais, même si je suis quelqu'un d'assez rigoureux, hein, j'ai suivi vraiment un cursus universitaire scientifique. Hein, j'ai eu un bac C, j'ai fait donc des pharmacies. Ensuite, j'ai fait une école de commerce. Enfin, voilà. Donc, je suis vraiment dans la voie de la structure. Mais pour ce livre-là, je l'ai vraiment fait fait en mode cerveau droit. Donc, c'était vraiment et en mode intuitif. Donc, c'était vraiment des idées qui venaient à moi et qui après étaient validées dans les livres en fait que je lisais et qui aussi venaient à moi de manière assez avec beaucoup de synchronicité. Et c'est vrai qu'avec Marjorie, toutes les deux en fait, on s'est posées pour essayer de structurer tout ça. Et Marjorie a toujours joué le rôle en fait de la sceptique dans tout ça pour éviter que j'aille trop en fait dans les étoiles. Ouais. Bah, c'est vrai que, bon, pourtant, je pense que Féa a aussi l'esprit critique, mais c'est vrai que j'ai un esprit critique très développé. Donc, je sais pas si c'est cerveau gauche ou cerveau droit d'ailleurs. Mais je pense que c'est important quand même, si on veut ouvrir aussi la société à plus d'intuition, plus de spiritualité, il faut qu'on garde cet esprit critique. C'est pour ça que nous, voilà, on se méfie aussi, on parle hein, de la gouroutisation de la société. Voilà, il faut se méfier aussi de ne pas passer d'un extrême à l'autre. Et puis après, au côté structuré, ben, moi, j'avoue que j'adore faire des plans. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est l'esprit de synthèse. On croit que c'est une qualité du cerveau gauche, mais ça peut être aussi très cerveau droit. Parce que si on prend les tests MBTI, justement, ce sont les intuitifs qui sont très synthétiques. Donc, comme quoi, on a toujours des préjugés. Peut-être le côté structuré, c'est pas que cerveau gauche, finalement. Ouais. Ouais, je dirais. Non, mais c'était juste pour apporter une petite nuance. C'est vrai qu'organiser, c'est vrai qu'on a tendance à les mettre tout le temps côté cerveau gauche, mais la structuration, finalement, ça peut être l'apanage. Ouais, alors. Tout à fait, mais en fait, nous, on a structuré après. Je veux dire, en fait, on a été très créatifs au départ, et donc franchement, on l'a fait en mode entonnoir, quoi. Donc beaucoup d'idées au départ, et ensuite on a structuré. Mais ça, c'est très cerveau droit, parce que les cerveaux gauches en général, ils font un plan au départ, et ensuite, nous, ça a été le contraire. En fait, c'est un livre puzzle. Voilà, c'est un livre puzzle. Donc on l'a constitué comme un puzzle, et on peut le lire comme un puzzle. Ce que j'ai apprécié beaucoup dans votre livre, c'est que tout en étant deux auteurs, et je remarque que ça commence à être un peu quelque chose qui se trouve plus régulièrement dans l'édition, ce sont des livres avec deux auteurs ou deux autrices, et puis les auteurs invitent des intervenants, et ici, vous êtes bien entourés, puisque vous en avez 40, ce qui est quand même pas une masse à faire. Je suis assez impressionnée par le fait que vous en ayez 40, mais qu'en plus, vous avez réussi à inviter des personnes quand même fameusement connues. Bon, je sais que dans ma communauté, il y en a pas mal qui suivent Philippe Guimand, puis moi, je suis une grande admiratrice de Charles-Élie Couture, donc voilà. Puis il y a Philippe Rosinski, qui est quand même un incontournable dans le coaching. Il y a le docteur Olivier Chambon, Marie-Laure Colonna ou Myriam Augier aussi, qui est un peu une incontournable. Parmi les autres incontournables, je ne voudrais pas diminuer les autres intervenants. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené à privilégier ainsi les témoignages ? Alors, au départ, on peut préciser qu'on n'était pas parti sur 40 experts. Hein. On était beaucoup moins ambitieuses, mais on s'est laissé porter. Et à la fin du livre, on les a comptés parce qu'on ne savait même pas combien de personnes on avait interrogé. Hein. Et là, on a dit 40. On s'est dit waouh. Donc après, on a été obligé de stopper parce qu'il y avait encore, à chaque fois, c'était le fil d'Ariane. C'est-à-dire qu'il y avait des experts qui disaient ah, vous devriez aussi interroger cet expert. Voilà. Puis on s'est dit voilà, on est obligé d'arrêter parce que sinon, le livre, on ne va jamais le terminer. Donc on a été obligé d'être un peu la censure du cerveau gauche, on dit on stoppe. Et après, ça a été aussi une affaire de synchronicité. Il y a des intervenants qui sont venus à nous naturellement. On les a, par exemple, Charlie Couture, par exemple. Quand on a démarré le projet, donc c'était début 2019, je suis allée à une expo d'un de mes amis poètes, qui est d'ailleurs aussi dans le livre, Éric Poindron.
C'était sur les cabinets de curiosité et Charlie Couture avait fait une intervention justement en parlant du cerveau gauche et cerveau droit. Et là, je me suis dit, c'est dingue parce que justement, c'est un autre sujet de réflexion. Et c'est pour ça que je l'ai gardé en tête. Je me suis dit, voilà, il faudra peut-être l'interroger sur ce sujet. Et c'est comme ça que Charlie Couture est arrivé dans notre livre. Ouais, puis on a aussi une autre histoire à raconter avec Philippe Guimand. Je me souviens, donc là, il y a les algorithmes, la magie des algorithmes de YouTube m'avait proposé une vidéo d'une de ses conférences. Et là, donc, j'écoute cette conférence et là, je me dis, et il déroule donc sa démonstration et il parle effectivement aussi de cerveau droit. Et là, je me dis, et même de Spinoza, et donc là, je me dis, non, mais c'est pas possible, là, il est en train de dérouler le livre. Et donc, j'en parle à Marjorie, et Marjorie, je lui dis, attends, je suis tombée sur un physicien, attends, il a une conception du temps, mais qui est complètement révolutionnaire, qui est passionnante. Et elle me dit, attends, comment il s'appelle? Et donc, je lui dis le nom, et là, elle me dit, ah, c'est le préfacier du livre que je suis en train de lire, qui s'appelle Figure du futur. Et là, je dis, c'est pas possible. Il y avait, voilà, que des choses comme ça, quoi. Et donc, ça a été vraiment une aventure très agréable à vivre, passionnante. Et on a découvert effectivement donc, des experts qui nous transmettaient des choses qui nous faisaient vraiment évoluer dans notre vision du monde, quoi. Notamment Olivier Chambon, hein, avec donc, toute sa... tout ce qui transmet sur la conscience, parce que donc on fait un gros chapitre en fait sur la conscience, hein, sur les deux visions de la conscience qui aujourd'hui s'opposent, hein, et qui correspondent à ces deux paradigmes en fait qui s'affrontent, qui font qu'on est vraiment dans une période de transition, on ne sait pas trop ce qui se passe et tout, mais en fait il y a quelque chose qui s'effondre et quelque chose qui émerge. Et ça, lorsqu'on voit un petit peu cette vision de la conscience, en fait, qui rejoint aussi la physique quantique et tout, c'est passionnant. Et donc, on a essayé de mettre en lumière tout ça dans le livre. Waouh! Et que voulez-vous dire en affirmant que le cerveau droit pourrait être une clé pour une nouvelle humanité? Ça, je trouvais ça vraiment interpellant. Oui, parce qu'en fait, lorsqu'on se reconnecte au cerveau droit, donc ça, c'est bien sûr très symbolique. Bon, en fait, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à son intuition pour pouvoir être dans un cheminement initiatique, de manière bon, ça rejoint le développement personnel, le développement spirituel. Et si tout le monde était si les gens, de plus en plus, les gens sont dans cette démarche-là, et donc ils vont évoluer, donc aussi bien au niveau individuel, mais ils vont faire évoluer la société au niveau collectif. Et ça, c'est vraiment pour s'échapper de cette matrice dans laquelle on est en train de nous enfermer, en fait. Voilà, c'est ça la revanche, en fait. C'est qu'il va nous aider en fait à éviter justement ce piège dans lequel on nous mène et aussi nous conduire vers plus d'autonomie. On est vraiment en train de changer d'air, quoi. Et bon, pour reprendre par exemple le monde de l'entreprise et tout, le mode de management sont en train d'évoluer, on va plus sur des structures transversales, horizontales plutôt que verticales. Enfin, ça, vous connaissez bien, Oriane, hein, tout ça. Oui. Voilà, on est en train de changer d'air. Et le cerveau droit nous aide justement, tout en gardant bien sûr le côté rigoureux analytique du cerveau gauche, ça va nous aider justement à évoluer vers ça, vers cette société autonome. Ouais, bon, d'accord. Oui, alors Marjorie, elle est très... Il y a encore un peu de travail, mais non, mais après, ce qui est sûr, c'est que... Oui, je suis prudente parce que dans l'entreprise, bon, malheureusement, quand même, le côté vertical est encore très présent, mais on sent qu'il y a des soubresauts, effectivement, d'ouverture, mais tout dépend comment va être utilisée l'intelligence artificielle. C'est ça dont on parle dans notre livre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un scénario optimiste en disant, voilà, l'intelligence artificielle, comme c'est très proche de l'intelligence logico-mathématique et que c'est idéal pour confier des tâches répétitives aux robots, ça pourra laisser émerger effectivement plus notre cerveau droit et donc plus notre côté humain. Et ça, donc voilà, c'est vraiment une chance pour le monde du travail. Mais ça, c'est le scénario optimiste. Et on sait qu'il y a un scénario plus pessimiste dont parlait Farial tout à l'heure, c'est le scénario qui est plus proche du transhumanisme. Et on sait aujourd'hui que le risque de la robotisation du monde du travail, c'est aussi, par exemple, soumettre des salariés à un vocabulaire de 30 mots, parce que c'est les robots qui répondent.
Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a aussi un danger par rapport à ça. Donc il faut être vigilant. Et c'est vrai que j'espère que notre livre montrera justement ces deux voies qui émergent et dont une est très dangereuse pour l'humanité, pour notre côté humain, justement. Oui, parce qu'en fait, pour revenir à votre question, Oriane, sur l'objectif du livre, c'est en fait de faire prendre conscience en fait de ce moment charnière. Donc, on abordait effectivement l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle par rapport à l'intelligence humaine? En fait, c'est vraiment faire prendre conscience de qu'est-ce que c'est que l'homme par rapport à ce monde de robots dans lequel on nous mène et en quoi le cerveau droit pourrait nous éviter le pire. Voilà, c'est ça un peu l'objectif du livre. En interrogeant une quarantaine d'experts sur des comment dire, donc dans des disciplines complètement différentes, parce qu'en fait, l'originalité de ce livre aussi, c'est d'établir des liens entre des disciplines qui, ça c'est vraiment le monde cerveau gauche, qui sont extrêmement cloisonnées. La science est toujours très cloisonnée de la philosophie, qui est toujours très cloisonnée de la psychologie, très cloisonnée. Et nous, en fait, on a décloisonné tout ça. Et se reconnecter nos deux cerveaux, cerveau droit, cerveau gauche, c'est aussi avoir cette pensée globale de manière à décloisonner les disciplines et prendre du recul et avoir vraiment une vision à 360 degrés pour avoir plus de discernement sur ce qui se joue actuellement, quoi. Et donc, c'est développer aussi l'esprit critique. Très important. Oui, très important aujourd'hui. On voit ce qui se passe au niveau politico-médiatique. Voilà, quand on parle de fake news et tout, des fois, il y a des fausses fake news, quoi. Donc, il faut vraiment être... On nous dit que c'est des fake news alors que ce n'est pas des fake news, quoi. Donc, il faut vraiment être très, très vigilant, là. Et donc, avoir un esprit critique extrêmement développé. Oui. Et justement, ce monde technologique avec les réseaux sociaux et tout nécessite vraiment un grand, grand discernement. Et ça m'amène à cette question du bonheur, parce que c'est vrai que depuis quelques années, il y a comme une obsession de notre société occidentale à chercher le bonheur, et pas seulement notre société occidentale, puisque en 1972, le roi du Bhoutan, qui n'avait que 16 ans, avait décidé de proposer un indicateur pour contrecarrer les dérives de la croissance, en proposant le concept du bonheur national brut pour remplacer le produit national brut. Et moi, je me pose la question, est-ce que selon vous, cette mode aussi de la pensée positive, il faut être positif, il faut être positif, la positive attitude, quel lien feriez-vous avec cette fameuse recherche du bonheur et cette harmonie cerveau droit, cerveau gauche? Nous, on a toujours un petit peu interpellé par le fait de vouloir mesurer le bonheur. C'est un peu comme la dérive qu'il y a sur l'intelligence avec le QI. Donc, c'est comme si on faisait un quotient du bonheur. Bon, on est un peu sceptique là-dessus parce qu'on pense que le bonheur, c'est quelque chose de très personnel. Après, sur l'injonction, il faut être positif parce que c'est une injonction, hein, voilà, de garder le sourire. Voilà, là, c'est quelque chose finalement de très cerveau gauche parce qu'on est vraiment dans un conditionnement. Et le bonheur, je pense que c'est tout sauf un conditionnement. Justement, c'est comme on l'expliquait tout à l'heure, nous, on défend plutôt une vision jungienne, c'est-à-dire se rapprocher de son véritable moi. Donc, si on n'a pas envie de sourire, ben, on a le droit de ne pas sourire et d'être sincère. Et Victor Hugo parlait du bonheur d'être triste. Voilà, si on est triste et que la mélancolie, ça peut être aussi quelque chose, pourquoi pas, de sympathique pour la création. Donc voilà, nous, voilà, je veux dire, le cerveau droit, ça nous décomplexe, ça nous déculpabilise. Voilà, on n'est pas obligé d'être tout le temps content, de sauter de joie. Voilà. Alors après, évidemment, on ne dit pas qu'il faut être dépressif non plus, hein, parce que pour en revenir à Spinoza, justement, la joie, c'est une boussole aussi. C'est-à-dire que plus on est joyeux, plus ça veut dire qu'on est dans notre voie. Donc, il faut savoir utiliser aussi ses émotions. Donc, ne pas couper justement sa tête de son corps et vraiment vivre en parfaite, on va dire, connexion avec tout son corps. Oui, ça, c'est en fait ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et les injonctions comme ça au bonheur, où il faut tout le temps avoir ce sourire béat, machin, c'est vraiment, ça peut être dangereux parce qu'il faut vraiment accueillir toutes ces émotions. Et là, celle qui est extraordinaire dans notre livre, et parce que moi je m'intéresse beaucoup aujourd'hui à la pensée chinoise ancestrale, c'est Marie-Pierre Diaz-Enger, qui est en fait une experte donc, des arts stratégiques chinois.
et qui est une grande spécialiste du Feng Shui donc en Occident. Et elle, là, elle dit une chose très juste, c'est que la peur, c'est une émotion aujourd'hui qu'il faut accueillir et puis elle peut nous aiguiller aussi. Donc, se couper de toutes ces émotions négatives et cette injonction donc, aux émotions positives, c'est dangereux parce que on obtient le contraire de ce qu'on devrait obtenir en fait. Voilà, donc ça c'est une critique aussi qu'on fait effectivement dans le livre. Donc c'est un peu le dada de Marjorie, donc le bonheur. Voilà. Mais c'est vrai qu'on fait une critique sur ce qui est la pensée positive, sur la loi de l'attraction, même s'il y a un fond de vérité, il ne faut pas tomber dans la caricature parce que on peut se perdre là. Tout à fait. C'est vraiment de ne pas confondre pensée positive et pensée magique. Ouais. Je pense que l'optimisme, c'est une vraie qualité. Par contre, ne pas travailler sur ses désirs et croire qu'ils vont se réaliser parce qu'on va y penser très, très fortement, bon, là, il y a une dérive. Quand on parlait quand je disais tout à l'heure pour Marjorie sceptique et tout, c'était pour tout ce qui touche à la spiritualité, en fait. Moi personnellement, je suis très attirée par ce qui se passe aujourd'hui au niveau spirituel parce que je trouve que c'est plutôt positif. Mais il y a énormément de dérives dans ce milieu-là. Et là, il faut vraiment rester très, très vigilant. Là, il faut garder vraiment son discernement pour ne pas tomber dans les griffes d'un gourou. Et de toute façon, je pense que le sens de l'histoire, c'est s'acheminer vers quelque chose de plus spirituel, d'où l'intérêt de cette harmonisation entre nos deux cerveaux, droit et gauche, pour ne pas tomber dans le piège d'un gourou. Ça, on met ça en lumière aussi. Oui, et d'ailleurs, ce que j'ai observé ces dernières années, c'est que la méditation, maintenant, elle est un peu au service du transhumanisme et de la robotisation. Donc ça, c'est aussi, je trouve ça assez surprenant. Et il y a peu de gens qui en sont conscients. Voilà. Mais c'est devenu la méthode aussi pour le bonheur. Faites de la méditation, vous serez heureux. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que la méditation, c'est un outil, hein, c'est comme Internet, donc tout dépend pourquoi on l'utilise. Nous, on a consacré tout un chapitre sur la méditation. Alors déjà, il existe plusieurs sortes de méditation. On peut se poser des questions sur les applis qui proposent des méditations. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que justement, la méditation, c'est pas se déconnecter du digital? Voilà, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la méditation, ça joue sur le cerveau. Ça a tendance justement à activer le cerveau droit. Et oui, ça joue dans le bien-être. Maintenant, de là à dire que ça suffit pour être heureux, c'est juste, c'est comme finalement faire une activité artistique ou faire du yoga, ça permet quelque part de se poser, de vivre, de voir le monde autrement. Mais après, je trouve ça intéressant de dire que vous pensez que ça sert la robotisation, parce que moi, je ne l'avais pas vu comme ça. Oui, mais c'est intéressant, Oriane, d'avoir de développer. Alors, on va passer. On va changer, c'est nous qui vont interviewer. En fait. Oui, ça nous intéresse. Développez votre idée là sur le fait que ce soit au service. Non, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ça formate d'une certaine façon, puisque pour moi, il y a une hyper simplification. On utilise des outils dits spirituels comme des médicaments allopathiques pour obtenir un certain résultat, celui qui correspond à ce que l'on veut obtenir. L'être vivant est imprévisible, selon moi. Et oui, peut-être qu'il peut répondre régulièrement d'une certaine façon, et puis un jour, il ne répond plus de cette façon-là. Et alors là, c'est la grande perturbation. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut recadrer tout ça, il faut remettre dans les boîtes. Et je trouve, ça c'est mon avis, et je suis très agacée par cette explosion de la méditation pleine conscience, alors que je suis la première à adorer ce genre de choses, et je suis énervée de voir ça que maintenant, par exemple à l'EMCC, je suis membre de l'association des coachs de France, eh bien on associe la méditation pleine conscience au coaching. Et même, je suis énervée par le coaching alors que j'accompagne les personnes. Voilà, je me dis, non, c'est intéressant. On utilise maintenant les coachs pour formater le personnel en entreprise. Exactement. Et finalement, les coachs, au départ, ils y arrivaient, enfin, les personnes qui se destinaient à cette profession étaient vraiment dans une grande ouverture, mais petit à petit, tout se cristallise
ce format, il y a des règles, il y a des principes, il faut suivre des protocoles et on est de nouveau dans la cristallisation et dans le formatage. Ouais, et ça, effectivement, on le dénonce effectivement dans notre livre. Hein. C'est le formatage, justement. Quand on parle de cerveau droit, c'est justement pour sortir de ce formatage et d'aller vers voilà, vraiment sa véritable essence et tout. Donc, tout ce qui est formatage, c'est vraiment à fuir. Et on utilise malheureusement ces outils-là pour formater. Et effectivement, ça, c'est une dérive. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas confondre peut-être protocole et finalité de ce protocole. Enfin, si on, la méditation, finalement, sur chaque personne, ça peut avoir des effets différents. Et on voit la même dérive sur la créativité, tous les ateliers de créativité qu'on nous impose avec des règles bien précises. Alors pour les gens justement qui sont créatifs, c'est juste affreux de se retrouver dans un carcan pour pouvoir être créatif. Voilà, mais c'est un peu, je pense, le même sujet que sur la méditation. Est-ce que c'est pour cela que vous dites qu'aujourd'hui, le bonheur occidental est aussi trop formaté? Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est les recettes prêtes à l'emploi pour obtenir le bonheur. Et puis aussi, bon, le bonheur. C'est pour ça que moi, je reviens aussi à la pensée ancestrale chinoise, parce que je trouve ça très intéressant, leur vision du bonheur. Et puis, ça rejoint Spinoza aussi, c'est l'élan vital. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est en fait, c'est vraiment essayer d'atteindre son plein potentiel en recouvrant toute son énergie. En fait, c'est ça le bonheur. Mais c'est pas voilà, le sourire comme ça tout le temps, béat, machin. C'est vraiment essayer de recouvrer son énergie et de développer toutes ses potentialités. Là, oui, là, on est dans le bonheur. Et donc, c'est pas du tout formaté, c'est pas le même que son voisin et on va pas l'atteindre de la même manière qu'une autre personne. C'est très personnel. Et c'est intéressant parce que finalement, le bonheur, c'est être à la bonne heure, c'est être au bon moment, avec la bonne personne, faisant la chose qui nous convient le mieux. Voilà, être aligné et surtout se sentir, quand on revient au niveau du corps, c'est avoir toute son énergie. Quand vous avez toute votre énergie, vous pouvez être sûr que vous êtes, vous êtes dans le bonheur. Et c'est en revanche, quand vous êtes complètement peinard, mais bon, il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste essayer de faire en sorte de recouvrer cette énergie-là. Et c'est ce qu'on appelle aussi la joie de vivre, hein, c'est ça, ça rejoint un petit peu la joie spinoziste, c'est ça l'élan vital, le désir, quand on a des bons désirs, ça nous porte aussi. Donc c'est vraiment retrouver cet aspect-là. Et aujourd'hui, il y a quand même deux choses qui sont inquiétantes dans nos sociétés, c'est qu'il y a la montée des états dépressifs et également de la perversité. Donc ça, apparemment, c'est vraiment ce que constatent les psychologues. Et c'est probablement lié aussi à l'excès d'individualisme, parce que ça, on n'en a pas trop parlé, mais c'est sûr que quand on parle de pensée positive, ça provient aussi d'une mode des années 70, où le développement personnel est né. Et parfois, on fait trop attention à son nombril, mais pas de la bonne façon. C'est-à-dire que c'est très important de prendre soin de soi, mais pas juste de se regarder en disant est-ce que je suis assez bien, est-ce que mon apparence elle est conforme à ce que je me fais de moi-même. Voilà, là, on n'est pas dans la bonne voie, parce qu'on répond encore une fois, comme on disait tout à l'heure, à une injonction. Donc, c'est pour ça que le bonheur, il peut être que dans l'authenticité. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec le développement d'Instagram, de TikTok, on devient TokTok. Voilà, c'est... on est trop dans le paraître. Hein, et je pense que encore, nous, on n'a pas connu ça quand on était adolescents, mais pour les jeunes d'aujourd'hui, je trouve ça très, très dangereux d'être que dans la recherche de son image. Oui. D'ailleurs, le développement personnel, c'est le développement de la persona, le masque. Et aujourd'hui, on est dans un développement impersonnel. C'est ça. Mais je crois qu'il y a un livre d'ailleurs sur ça, sur le développement personnel. Voilà. Bien. Non, nous, on met en avant justement le processus alchimique. Et ça rejoint en fait la pensée jungienne, parce que Jung a beaucoup travaillé sur l'alchimie. Et effectivement, le parcours initiatique, c'est un parcours jalonné d'épreuves. C'est le parcours qui nous mène vers la sagesse. Et ce n'est pas un long fleuve tranquille, quoi.
Donc, maintenant, l'idée, c'est surmonter ces épreuves, c'est trouver les outils de manière à surmonter les épreuves. Donc, ça demande effectivement un travail sur soi, mais qui répond pas à un mode d'emploi prêt à l'emploi, quoi. Génial. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. Alors, est-ce que vous auriez un conseil pour ma communauté qui vous écoute? De lire La revanche du cerveau droit. Ouais, déjà. J'adore. Une ouverture pour demain. Mm. On a transmis beaucoup d'informations. Et c'est un livre c'est un livre qui est très riche. Et puis, en fait, on a essayé franchement de vulgariser, quoi. Des concepts assez complexes et qui sont vraiment accessibles à un très large public. Et puis, même quand on interviewe ces experts, c'est vraiment pour éclairer. Mais c'est écrit d'une manière, je pense, assez claire. Tout à fait. Ouais. C'est un livre vraiment accessible à tout le monde. Et moi, je dirais que c'est un livre de chevet. Oh. Oui, c'est un livre à lire et relire, même peut-être à ouvrir au hasard et se plonger dedans, parce qu'il va refléter quelque chose de nous, une question. À la limite, ça pourrait, je l'ouvre pour avoir une réponse, un peu comme votre histoire du cygne sur la scène. Tout à fait. Ah oui, moi je pense qu'il y a de la magie dans ce bouquin, donc effectivement, on peut très très bien le lire comme ça, quoi. On a une question, on l'ouvre et on obtient la réponse. Ouais. La nouvelle Bible. Voilà. Ah, mais c'est magnifique. Donc on reste humble, mais c'est vrai qu'il y a énormément de références, donc c'est vrai qu'on peut y trouver son bonheur. Ben voilà, pour ceux qui ont besoin d'une méthode pour être heureux, il faut lire La revanche du cerveau droit. Où il n'y a pas de méthode, justement. On est anti-méthode. Et on a le droit d'être triste. Vraiment, oh, j'adore. Bien, un tout grand merci Ferial et Marjorie d'avoir accepté de faire cette interview. Et merci Oriane aussi pour votre belle énergie. Merci. Vraiment, vous avez une énergie magnifique et cet enthousiasme, c'est extraordinaire. Je fais ce que j'aime. Qui est communicatif. Je suis dans ma joie, je suis dans ma boussole. On voit que vous êtes bien alignés. Ouais. Merci. Alors, pour ne pas rater nos prochaines interviews, abonnez-vous à ma chaîne, aidez-moi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur le petit pouce, en activant la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos. Et puis surtout, partagez avec vos amis, cela ne peut que leur faire du bien. Et nous vous disons au revoir. Au revoir. Merci. À très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde.